Le plan Trump en 20 points, coincé entre l'Irak et une situation difficile, tente de passer de la première à la deuxième étape. Mais est-ce possible? N'est-ce qu'une grande tromperie de la part du Hamas et de ses soutiens qataris et turcs? Restez avec nous pour notre émission Moyen-Orient Al-Shaq Al-Awsat Lana avec Khaled Aboutameh et Dan Diker. Veuillez rester avec nous. Khaled Aboutameh, cher ami et collègue de longue date, quelle situation complexe. Non seulement le Hamas, la Turquie et le Qatar, mais aussi ici. Ton ami Dan Diker diffuse depuis New York et n'est pas à côté de toi, mais il espère te voir très bientôt ici à New York. Nous allons soulever ces questions très cruciales sur la tromperie et la guerre du Hamas auprès de la communauté juive américaine, à l'administration et à d'autres dans les médias, parce qu'il y a tellement de confusion, Khaled, sur l'endroit où nous en sommes dans le plan Trump en 20 points. Toi et moi avons dit dans notre émission Al-Chakav Awsatlana, ici même dans les studios de JNS, que mon Dieu, nous pourrions ne pas dépasser la première étape. 4 corps n'ont toujours pas été rendus par le Hamas, contrairement à ce qui avait été promis lors de la première étape. On dirait qu'on n'avance pas du tout. Eh bien, Dan, je veux dire, quelle surprise. Le Hamas ne respecte pas, vous savez, ses engagements dans le cadre des accords de cessez-le-feu ou de l'accord Trump. Je rappelle que la première phase impose la libération de tous les otages, vivants ou morts, sous 72 heures. D'accord, le Hamas a libéré tous les otages vivants. Il en reste encore 4 dépouilles d'Israéliens à Gaza. Et nous sommes nous sommes plus d'un mois après l'annonce du plan Trump. Et il reste 4 corps. Donc c'est une violation du plan Trump, du Hamas, de l'accord de cessez-le-feu. Quand le Hamas les libérera-t-il? Personne ne le sait. J'entends depuis ce matin que des personnes proches du Hamas disent « Oh, nous ne les détenons pas ». C'est le djihad islamique, sûrement d'autres groupes aussi. Et nous faisons des efforts pour retrouver, vous savez, les corps de ces otages. Mais voici ce qui est important. Dan, le Hamas n'est pas pressé de passer à la deuxième phase de l'accord ou du plan Trump. La première phase convient au Hamas, et le Hamas dit « Écoutez, nous avons accepté la première phase de l'accord parce que nous voulions mettre fin à la guerre et nous voulions un soi-disant échange de prisonniers. » C'était la priorité immédiate pour le Hamas, mettre fin à la guerre. Maintenant, ces derniers jours, j'ai entendu des responsables du Hamas. Et maintenant, ils disent, écoutez, nous n'avons jamais accepté tous les points du plan Trump. Ces questions, la phase 2 et la phase 3, qui parlent de l'établissement d'une nouvelle administration à Gaza, qui parlent de la démilitarisation de Gaza, qui parlent du déploiement de forces internationales à Gaza. Selon le Hamas, ces questions sont sujettes à négociation. En d'autres termes, le Hamas dit « Écoutez, je n'ai accepté de libérer que les otages encore en vie. Et j'ai également accepté un échange de prisonniers avec Israël et la fin de la guerre. Alors commençons maintenant à négocier sur les autres questions. » Pourquoi le Hamas veut-il négocier sur les autres questions? Parce qu'ils savent que ces négociations peuvent durer des mois, des années et probablement des décennies. Et le Hamas va exploiter cela ou profiter de cette période pour réaffirmer son contrôle sur Gaza et maintenir sa mainmise sur la population de Gaza. Et nous revenons à la case départ, nous revenons au 6 octobre. La question est maintenant de savoir si l'administration Trump laissera le Hamas s'en tirer ainsi. Est-ce que l'administration Trump insistera pour que le Hamas respecte tous ses engagements et tous ses accords? Permettez-moi alors de vous rappeler que le Hamas, depuis le premier jour, a déclaré « Nous ne déposerons pas nos armes. Nos armes ne seront remises qu'à un futur État palestinien. »
Voici donc le Hamas qui pose maintenant des conditions pour le désarmement. Le Hamas dit aussi quelque chose de très important, et je pense, au moins en arabe, tu sais. Je ne sais pas ce qu'ils disent en anglais. Je ne me soucie pas de ce qu'ils disent en anglais, Dan. Mais ils disent aussi, écoutez, les amis, nous n'accepterons aucune administration non palestinienne de Gaza, ni l'implication d'experts internationaux à Gaza dans la gestion des affaires de Gaza. En d'autres termes, le Hamas dit non à Tony Blair, non à Donald J. Trump comme président du Conseil de la paix. Et le Hamas dit non à toute présence non palestinienne dans la gestion de la bande de Gaza. Maintenant, cela viole également le plan Trump. Passons au troisième point très important. La force internationale de stabilisation, Hamas a une compréhension différente de toute cette question du déploiement de forces internationales à Gaza. Le Hamas dit, écoutez, si vous voulez envoyer des forces internationales, ça nous va. Mettez-les à la frontière. Pourquoi? Ces forces viennent à Gaza pour défendre les Palestiniens contre, soi-disant, l'agression israélienne. C'est leur seul rôle. Ces forces ne devraient jouer aucun rôle dans le maintien de l'ordre dans la bande de Gaza, dans la patrouille des rues de Gaza, ni dans le désarmement des factions palestiniennes à Gaza. En d'autres termes, Hamas veut des observateurs ou une force de maintien de la paix similaire à l'UNIFIL, qui n'a aucun mandat pour poursuivre les groupes terroristes et les autres groupes à l'intérieur de Gaza. C'est donc ce que nous voyons ici. Est-ce que le Hamas essaie de revenir sur certains des accords conclus avec les responsables de l'administration Trump? Dan, il y a quelque chose de très important que l'envoyé américain Steve Witkoff a dit récemment. Il a prononcé un discours, je crois que c'était à Miami, en Floride, et il a dit que les dirigeants du Hamas lui ont dit, ou ont dit à Jared Kushner qu'ils allaient se désarmer, que le groupe avait l'intention de déposer les armes. Maintenant, si vous écoutez les responsables du Hamas en arabe, ils disent exactement le contraire. Ils affirment qu'il n'y aura pas de désarmement. Nous garderons nos armes tant qu'il n'existera pas d'État palestinien. Donc le Hamas essaie maintenant de poser des conditions. Le Hamas dit en gros, d'accord, nous avons passé la première phase, où nous sommes presque sur le point de terminer la première phase. Lançons des négociations sans fin, des négociations qui continueront éternellement sur les autres questions. La police, un gouvernement technocratique et le déploiement de forces internationales. Et cela devrait tirer la sonnette d'alarme à Washington et ailleurs. Khaled, ce que la sonnette d'alarme que vous mentionnez devrait avertir les États-Unis, c'est que, sous leur nez, le plan Trump en 20 points a été détourné, récupéré par le Hamas qui l'a transformé en plan Hamas en 20 points. Cela nous rappelle exactement ce qui s'est passé à Oslo avec l'Organisation de libération de la Palestine. L'autorité palestinienne, où Yasser Arafat a signé un accord international avec des témoins internationaux. Tout comme le plan Trump, il a été récupéré et le terrorisme a commencé à se métastaser presque immédiatement après la signature des accords. Et nous savons que les accords ont fini par devenir l'enlèvement d'Oslo par Arafat, qui l'a transformé en plan Arafat, ce qui a mis en avant le djihad sous un emballage diplomatique. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à nouveau. Et nous pouvons dire avec confiance que le Hamas met les acteurs internationaux dans sa poche. Parce qu'ils mènent un djihad diplomatique, ils mènent un djihad social. Sur les réseaux sociaux, ils mènent un djihad médiatique en faisant d'Israël le djihadiste et d'eux-mêmes les libérateurs combattants de Gaza. Même si maintenant ils sont du côté ouest et que Gaza est divisé en deux. Et comme tu le dis très bien, ils gagnent du temps. Pourquoi?
afin d'approfondir leur contrôle sur Gaza par la porte de côté et la porte de derrière en civil à travers des milices par procuration et des familles qui agissent au nom du Hamas pour recevoir l'aide humanitaire que les États-Unis livrent, mais que le Hamas contrôle encore en grande partie. Et enfin, parce qu'ils veulent le grand prix, Khaled, il s'agit des 50 à 70 milliards de dollars d'aide à la reconstruction qui sont promis par les pays arabes, par les États-Unis et peut-être en partie par l'Europe. Et c'est ça le grand prix. Ils gardent le contrôle, ils approfondissent leur domination sur la bande, ils sont très sophistiqués. Voilà à quoi ressemble ce djihad sur plusieurs fronts. Il ne s'agit pas seulement d'attentats suicides comme nous l'avons vu à Oslo, il s'agit de ce djihad sur plusieurs fronts dont les gens en Occident ne sont tout simplement pas conscients ou qu'ils choisissent d'ignorer. Et cela va, selon notre estimation, entraîner des conséquences. Je dirais que cela va entraîner une pression majeure sur Israël parce que les États-Unis considèrent Israël comme une cible facile. Il faut aussi satisfaire les Qataris et les Turcs dans une certaine mesure. Donc, en résumé, plus Donald Trump dit « S'il vous plaît, mon Dieu, ne démantelez pas le cessez-le-feu ». C'est pourquoi ils font pression sur Israël pour qu'il libère les 100 ou 200 terroristes du Hamas qui se trouvent maintenant profondément sous les tunnels. Ils font cela à cause de la pression du Qatar et de la Turquie. Et plus Donald Trump dit « Oi, 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 nous ne pouvons pas rompre le cessez-le-feu à n'importe quel prix ». Le Hamas alors retarde et retarde et retarde encore plus. Ça me semble être le jeu. Et c'est exactement ce que toi et moi devons faire aux États-Unis dans les 2 prochaines semaines. Au début du mois de décembre, c'est de sensibiliser les gens à ce jeu de tromperie afin qu'ils puissent élaborer des politiques et prendre des décisions diplomatiques et politiques qui soient plus, je dirais, éclairées, en accord avec la culture politique du Hamas et des islamistes. Quel est ton ressenti? Tu sais, presque tout ce que tu as dit est très juste. C'est vrai, en fait, tout ce que tu as dit, je veux dire, tu sais, je ne trouve pas de point sur lequel je ne sois pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais regardons encore une fois le tableau d'ensemble. Premièrement, le Hamas ne considère pas le plan Trump comme un plan de paix. Vous savez, les Américains l'appellent un plan de paix. Le Hamas le considère comme une tahdia. Je pense que ce terme ou ce mot nous est familier. Nous le connaissons très bien. Depuis le passé, tahdia désigne une trêve temporaire, Apaiser la situation. une période de calme. Tu sais, nous avons déjà vu ce film auparavant. Je veux dire, combien de tahdias et combien de cessez-le-feu temporaires avons-nous eu avec le Hamas au cours des 17 dernières années? Plusieurs, la plupart ont été rompus par le Hamas. Le Hamas ne les a jamais respectés. Et la plupart de ces accords ont été exploités par le Hamas pour se réarmer, se regrouper et se préparer à une nouvelle série de combats avec Israël. Et c'est exactement ainsi que le Hamas voit le plan Trump. Il le considère, premièrement, comme une bouée de sauvetage pour le Hamas, comme quelque chose qui permet au Hamas de rester au pouvoir. Lorsque le Hamas a accepté le plan Trump, c'était uniquement parce qu'il craignait qu'Israël soit sur le point de l'éliminer, qu'Israël allait terminer le travail. C'est pourquoi ils ont rapidement signé cet accord. Parce que la priorité absolue, la priorité numéro 1 pour le Hamas, était de mettre fin à la guerre, et une fois la guerre terminée, pour eux, c'est un autre cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord de paix, ce n'est pas le Hamas qui rejoint les accords d'Abraham. Ce n'est pas le Hamas qui reconnaît le droit d'Israël à exister. Ce n'est pas le Hamas qui abandonne le djihad. Le Hamas dit en réalité que nous venons d'achever une autre phase du djihad, le 7 octobre. 2 ans de combat contre l'ennemi sioniste. Maintenant, nous avons besoin d'une pause afin de nous préparer pour la prochaine phase des combats. L'objectif est de libérer la Palestine, de démanteler Israël et de le remplacer par un État islamique. C'est l'intention du Hamas. Ils n'ont pas abandonné leur idéologie, ils n'ont pas abandonné leur désir de détruire Israël, et pour eux, cela va continuer maintenant. Vous avez parlé du Qatar et de la Turquie.
Vous savez, quand on dit Qatar et Turquie, c'est le Hamas. En fait, vous dites le Hamas et les frères musulmans. Et je le répète, c'est une grosse erreur d'impliquer le Qatar et la Turquie dans la bande de Gaza, parce qu'au final, vous aurez le Hamas, encore plus fort que ce que nous avions auparavant. Et encore une fois, nous revenons au 6 octobre. Si vous voulez un rôle pour le Qatar en Turquie, cela doit se faire au sein d'une coalition qui inclut ou se compose d'autres pays. Mais dès que vous faites entrer le Qatar en Turquie, cela se fait au détriment des Émirats arabes unis, au détriment de l'Arabie saoudite, de la Jordanie et d'autres pays. En réalité, vous faites entrer les frères musulmans et le Hamas par la porte dérobée, par l'arrière, dans Gaza. Et je pense que c'est un point que les gens doivent soulever et dont ils doivent parler et, vous savez, exprimer même des inquiétudes à ce sujet. Parce que j'entends des inquiétudes non seulement de la part des Israéliens, mais aussi de la part de personnes de l'autorité palestinienne, même d'autres Palestiniens qui n'aiment pas cela. Vous savez le rôle que le Qatar et la Turquie jouent déjà à Gaza. Le Qatar et la Turquie sont déjà à Gaza. Ensuite, ils envoient des civils pour aider au déblaiement des décombres. Ils envoient des travailleurs humanitaires et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va, vous savez, ça va augmenter. Et ce n'est pas bon, non seulement pour Israël, ce n'est pas bon pour les Palestiniens qui s'opposent au Hamas, ce n'est pas bon pour vous, les Émirats arabes unis, et ceux de l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres pays plus modérés et pragmatiques. Ceux-là ont interdit les frères musulmans et qui ont à plusieurs reprises critiqué Erdogan et le Qatar pour être les principaux sponsors des frères musulmans et du Hamas dans la région. Ce sont donc des points très importants auxquels nous devons prêter attention. Nous avons parlé du fait que le Hamas cherche à gagner du temps. C'est la stratégie du Hamas en ce moment. Gagnons du temps et comment gagner du temps. Vous savez, on traîne les pieds concernant les otages. On dit « Oh, je les cherche, j'ai besoin de plus de temps. » Regardez, c'est ce qu'on fait. Le délai de 72 heures est passé à 1 mois. Et nous attendons toujours que le Hamas libère les otages restants. Et vous savez, ils disent qu'ils ne savent toujours pas et qu'ils ont besoin de plus de temps. Et ensuite, si et quand ils libèrent les restes des 4 otages, alors, vous savez, il faudra du temps avant que nous commencions à négocier, selon le Hamas, à propos des phases 2 et 3. Et c'est là que le Hamas voit une opportunité de réaffirmer son contrôle sur Gaza, comme je l'ai mentionné précédemment, et d'utiliser les négociations comme un moyen, vous savez, de maintenir son contrôle sur Gaza pour se réarmer, se regrouper et probablement aussi se réintroduire, se reproduire comme quelque chose de nouveau. Dans les podcasts précédents, nous avions Dan, j'ai mis en garde contre ces tentatives et je détecte déjà des signes en ce sens. Des tentatives de reformuler et de reproduire le Hamas. On parle de plus en plus en Égypte et dans d'autres pays de la création d'une nouvelle force de sécurité palestinienne à Gaza. D'accord, mais qui sont les membres de ces forces? Parle-t-on ici des terroristes du Hamas? Déposent-ils leurs automates Kalachnikov 47? Changent-ils d'uniforme et rejoignent-ils un nouveau groupe qui leur donnera des M16 d'autres uniformes et un autre nom? C'est quelque chose que nous devons souligner. Nous devons le souligner à nos interlocuteurs. D'autres problèmes existent. Ce que je dis repose sur ce que j'entends de sources palestiniennes, de médias arabes et de personnes avec qui je parle dans le monde arabe. Des personnes qui n'aiment pas le fait que le Hamas tienne toujours debout. Et tu sais ce qu'ils me disent, Dan? Nous ne comprenons pas pourquoi les Américains et d'autres médiateurs négocient avec le Hamas à propos de l'avenir de Gaza. Pourquoi parlez-vous au Hamas? Je veux dire, une fois que vous parlez au Hamas à propos de l'avenir de Gaza, vous légitimez en fait le Hamas.
Vous transformez le Hamas en un acteur légitime sur la scène palestinienne. Vous dites que le Hamas a son mot à dire et devrait avoir un rôle dans l'avenir vous savez, de Gaza ou des Palestiniens. C'est aussi une grave erreur. Vous ne devriez négocier avec le Hamas que sur la libération des otages, le désarmement et la démilitarisation, c'est tout. Tout ce discours sur le fait de permettre au Hamas de présenter 40 candidats et 42 candidats comme membres du nouveau gouvernement technocratique et du gouvernement indépendant, ce ne sont que des slogans. C'est une tromperie. Dan, je veux dire, penses-tu que le Hamas recommande ou nomme des personnes qui détestent le Hamas ou qui s'opposent au terrorisme? Le Hamas nomme les mêmes personnes qui soutiennent le Hamas? Et si le Hamas va maintenir le contrôle sécuritaire sur Gaza, comme il semble que ce soit le cas maintenant? D'ailleurs, tout gouvernement ou toute administration à Gaza sera à la merci des forces de sécurité du Hamas. Alors, qu'avez-vous accompli? Oui, vous avez obtenu ce qu'on appelle une force de maintien du Hamas par opposition à une force de maintien de la paix. Voilà ce que vous avez accompli. Une situation dans laquelle le plan Trump et tous ses membres feront face à de plus en plus d'impatience et de pression à cause des tactiques de retardement du Hamas. Et tu as tout à fait raison, nous en avons parlé je pense que c'était lors de l'émission de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines. Le fait que l'envoyé spécial Witkoff ait parlé directement avec Khalil al-Hayya à Sharm el-Sheikh représentait déjà le grand prix pour la légitimité du Hamas. Donc maintenant, c'est devenu plus une norme. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Et je reviens au précédent créé par Oslo, où l'ancien Premier ministre Shimon Peres a transformé Yasser Arafat, le terroriste international le plus notoire du XXe siècle, en ce qu'il appelait un artisan de la paix. Et c'est là que réside le danger de légitimer le djihad et les djihadistes. Et c'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. Le Hamas joue le rôle d'un acteur légitime et grand public, ce qu'il ne devrait jamais être. Cela devrait être uniquement Israël et les États-Unis qui dirigent cela avec le soutien international. Et le Hamas ne doit pas être légitimé. Maintenant qu'ils ont de nouveau été légitimés, parce que le Hamas ne se laissera pas faire pression, car cela est antithétique au djihad, c'est encore Israël. Donc cela amène vraiment notre conversation à son point culminant à propos d'Israël, qui est dans une position où il ne peut guère se permettre de faire des erreurs et encore moins de révéler des surprises aux États-Unis. Parce que pour Israël, il serait très facile de commettre des erreurs ici et de finir par être le méchant. À cause de cela, les tactiques djihadistes, la désinformation, la tromperie, le jeu stratégique du Hamas, auquel les puissances occidentales qui se trouvent dans la ville israélienne de Kiryat Gat au sud ne sont pas habitués. Ils ignorent la culture. Et donc, leur plan serait de se tourner vers Israël afin qu'Israël, d'une certaine manière, se soumette unilatéralement à cette urgence internationale pour passer à l'étape suivante. Encore une fois, Dan, difficile de ne pas être d'accord avec toi. Pas parce que tu es mon ami, mais tu sembles comprendre. Tu es assis à New York et tu comprends vraiment ça. Nous voulons que plus de gens se réveillent, nous voulons que plus de gens voient la réalité telle qu'elle est. Nous voulons que plus de gens soient conscients des tactiques de tromperie du Hamas, des tactiques de retardement du Hamas. Nous voulons que les gens sachent que la guerre est terminée, mais que le djihad n'est pas terminé. Nous voulons qu'ils sachent que les terroristes sont toujours debout. Et tant que les terroristes sont toujours debout, c'est une mauvaise nouvelle. Et cela signifie que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons d'autres attaques du 7 octobre, des attaques de type 7 octobre contre Israël. Je suis de près ce que disent les dirigeants du Hamas en arabe. Ils vont sur les réseaux sociaux et sur, vous savez, leur chaîne de télévision préférée, Al Jazeera. Ils se vantent d'avoir accompli beaucoup de... Vous savez, à la suite du 7 octobre,
C'était une grande victoire pour nous. Bien sûr, ils ne parlent pas de la mort et de la destruction. Comment perçoivent-ils la victoire, Dan, et le succès? Ils disent, regardez, vous venez d'en parler. Ils disent, même les États-Unis nous parlent. La superpuissance est venue vers nous et cela élève notre statut. Cela signifie que la communauté internationale, dirigée par les États-Unis d'Amérique, reconnaît le Hamas comme une grande puissance régionale au Moyen-Orient. Donc pour eux, c'est une grande réussite. Vous savez, s'asseoir avec le grand Satan, ça va tant que vous savez, ce Satan est présenté, comme si c'était venu à Hamas pour commencer à arrêter la guerre. Vous voyez, ils décrivent tout cela, toutes les réunions avec les Américains, comme un effort des États-Unis d'Amérique pour sauver Israël, parce qu'Israël a échoué à détruire le Hamas. Les Américains sont venus nous supplier, le Hamas, d'accepter un cessez-le-feu, et nous leur avons fait une faveur parce qu'ils nous ont parlé directement, ils ont été gentils avec nous, ils ont été polis. Certains responsables du Hamas font l'éloge de Witkoff. Ils disent, lors de sa rencontre avec Khalil al-Hayya, le dirigeant du Hamas, il a été gentil et très sympathique, parce qu'ils ont tous les deux perdu leur fils. Leur fils. Maintenant, tu sais, tu entends dans le ton des dirigeants du Hamas à quel point ils sont fiers de cette grande réussite. Waouh, le président des États-Unis nous demande un entretien. C'est la première chose. Deuxièmement, le Hamas dit, regardez, je tiens toujours debout, je suis toujours à Gaza. Israël n'a pas réussi à atteindre son objectif de me retirer du pouvoir. Et troisièmement, nous avons obtenu beaucoup de soutien international. Regardez les campus, regardez les rues des villes européennes, regardez certaines régions en Amérique où il y a toutes ces manifestations anti-Israël. Ils considèrent ces manifestations comme une solidarité avec les Palestiniens, une solidarité avec le Hamas et une étape pour isoler davantage Israël au sein de la communauté internationale. Donc, en ce qui concerne le Hamas, voici un autre succès, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous devons être très prudents. Il faut toujours regarder ce que dit l'autre camp et comment l'autre camp perçoit toute cette situation. Tout dépend de la perception. Tu en parles souvent, Dan, et c'est crucial. Et si l'autre camp parle de réussite et de victoire et d'une volonté de poursuivre la lutte, et qu'il y en aura d'autres, des attaques dans le style du 7 octobre, alors nous devons être, tu sais, très inquiets de ce qui se passe réellement. Nous ne le sommes pas, ou j'ai le sentiment que beaucoup de gens en Occident ne voient pas ou ne lisent pas toute la réalité. La réalité, absolument. Khaled, c'est encore sombre, nuageux, enfumé et peu clair pour beaucoup en Occident. Voici la dernière question que nous pourrions aborder maintenant. Si l'Arabie saoudite le constate, le Hamas en tant qu'entité subversive et illégale en Arabie saoudite, d'ailleurs, continue de saper et de défier l'ordre mené par l'Arabie saoudite. Les États-Unis, des forces plus modérées et conciliantes dans le Golfe, à l'exception du Qatar. Peut-on avancer l'argument que l'Arabie saoudite pourrait bien s'engager sur la voie de la normalisation avec Israël, sachant que l'alternative serait la subversion continue du Hamas? En d'autres termes, cela leur donne une excuse. Plus il y a d'actions djihadistes, plus cela donne à l'Arabie saoudite une excuse pour dire « Eh bien, nous n'avons pas besoin d'un État palestinien parce qu'ils ne sont qu'une bande de terroristes islamistes radicaux, et nous n'allons pas partir de sitôt. Alors, suivons la voie avec les États-Unis pour normaliser ou obtenir un statut de sécurité spéciale, un statut de sécurité non OTAN avec les États-Unis. Ils reçoivent toutes sortes d'avantages des États-Unis. Et avec Israël, il y a une possibilité d'avancer sur cette voie de normalisation. Tu sais, Dan, tout ce que les dirigeants arabes disent en public ne reflète pas forcément ce qu'ils pensent vraiment, au fond d'eux-mêmes. Je me souviens, je crois que c'était le président Jimmy Carter qui a dit ou écrit quelque part qu'au cours de ses rencontres
avec des dirigeants arabes et des chefs d'État. La plupart de ces personnes lui ont dit qu'elles n'aimaient pas l'idée d'un État palestinien et certains d'entre eux critiquaient même les Palestiniens. Un autre responsable américain mentionnait dans ses mémoires ses réunions avec des dirigeants arabes et leurs discussions sur les Palestiniens. Donc, la question de l'Arabie saoudite rejoignant la normalisation dépend d'un seul homme, et c'est Mohammed Ben Salman. Va-t-il le faire? Nous l'ignorons, c'est difficile à dire. En attendant, nous entendons de sa part et des médias officiels saoudiens, et la position officielle de l'Arabie saoudite est la suivante. Vous savez, nous voulons un État palestinien. Nous voulons, vous savez, tout est conditionné à un État palestinien. Mais permettez-moi de vous rappeler que d'autres pays arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn, soutiennent également l'idée d'un État palestinien. Ils n'excluent pas un État palestinien. Vous pouvez donc dire « J'ai rejoint les accords d'Abraham sans renoncer au droit des Palestiniens à un État, et nous continuerons à travailler avec Israël à l'avenir pour un État palestinien. » Donc tout dépend de Mohammed Ben Salman. Voyons ce qu'il fera quand il ira pour rencontrer le président Trump. Cela dépend aussi du président Trump d'ailleurs et de la pression que le président Trump est prêt à exercer sur Mohammed Ben Salman et des Saoudiens pour l'accepter. Les Saoudiens, et vous l'avez justement souligné, ils méprisent le Hamas, ils détestent les frères musulmans. En 2018, les autorités saoudiennes ont arrêté toutes les personnalités et membres du Hamas dans le royaume. Ils ont jeté la plupart d'entre eux en prison, les accusant de soutenir le terrorisme, les accusant de collecter des fonds pour une organisation terroriste, des organisations terroristes islamistes. Et certains de ces membres du Hamas, y compris leur chef âgé de 83 ou 84 ans, ont reçu de longues peines de prison. Ils ont été condamnés. Donc, vous savez, les Saoudiens et de nombreux pays arabes comprennent la menace des frères musulmans, la menace du Hamas, la menace du djihad, la menace de tous ces groupes islamistes. Ils comprennent leur tromperie, Dan. Et c'est là que les Occidentaux doivent apprendre de ces dirigeants arabes comment traiter avec ces djihadistes. Et c'est là que nous sommes à Al-Shaq al-Awsatlana, en essayant de partager, révéler, exposer, éduquer et engager selon ces lignes des cultures politiques du Moyen-Orient et la véritable principe lointain et inconnu qui les sous-tendent. L'un d'eux, c'est le djihad sous toutes ses formes. Et c'est un message clé que nous devons transmettre à nos amis, alliés et partenaires américains, ainsi qu'à ceux en Europe, parce que sinon, nous allons continuer sur cette voie d'une politique totalement mal avisée et d'une pression injustifiée exercée sur Israël comme fondement de cette politique. C'est peut-être de la naïveté, peut-être de l'ignorance, mais c'est certainement très dangereux. Pression maximale. Et c'est notre rôle. Alors, merci d'être un enseignant, un interlocuteur et un partenaire. Et avançons sur cette voie. J'appellerai cette émission la deuxième étape du djihad. On peut dire que la guerre est terminée, mais le djihad continue. Khaled, cher ami et collègue de longue date, merci pour cette belle discussion. J'espère que cela aidera nos téléspectateurs dévoués et fidèles à avoir une compréhension plus profonde. Merci, Dan.